Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, comme vous l'avez exposé, Madame la Ministre, le programme du prochain Conseil européen ainsi que l'actualité internationale et européenne sont extrêmement denses. Permettez-moi, avant de venir à l'ordre du jour du Conseil, d'aborder quelques points d'actualité internationale qui sont de nature à nous inquiéter tous et dont les réponses doivent avoir une résonance européenne. Je pense en particulier à l'attitude et au positionnement toujours plus belliqueux du président Trump. Ces prises de position sont en effet de plus en plus inconséquentes. Avec la gradation des échanges avec la Corée du Nord, dont les réactions sont imprévisibles, après l'annonce de la sortie historique de l'accord de Paris sur le climat, mortifère pour la planète, c'est désormais au cœur du conflit israélo-palestinien que la diplomatie expéditive et irréfléchie du président des États-Unis est en train de sévir. Au-delà du règlement d'un conflit qui ne supporte plus la simplification des enjeux, j'oserais presque dire le simplisme des vues, c'est toute la zone qui est fragilisée par la position américaine de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. Nous sommes au bord d'un embrasement dont je n'ose imaginer les conséquences internationales. Pour y répondre, la France doit avoir une voix forte et je tiens à saluer la réaction du président de la République. Cette réaction doit aussi entraîner toute l'Union européenne. Notre histoire et nos origines mêmes nous poussent à être des artisans de paix. Il n'y a pas d'autre solution que la paix, il n'y a pas d'autre avenir possible. Pour cela, l'Union européenne doit être forte et unie. Nous devons rapidement renforcer notre diplomatie européenne et unifier nos positions. Cela implique aussi des visions communes en matière de défense. On le voit, notre allié historique américain choisit des chemins de plus en plus difficiles à suivre. Nous devons construire notre propre défense et les États membres, au moins ceux qui le souhaitent, doivent pouvoir se fixer des objectifs en matière de stratégie et de budget européen. On parle souvent d'y consacrer chacun 2% du PIB. Il est possible aujourd'hui de convaincre nos amis européens d'être ambitieux en la matière, d'autant que la défense est le premier point du Conseil européen des 14 et 15 décembre. Cela m'amène à aborder quelques autres sujets de l'ordre du jour du Conseil en lien avec l'avenir de l'Union et sa refondation. Tout d'abord, en matière de questions sociales et de lutte contre les pratiques illégales, il faut saluer l'initiative lancée par la France sur la révision de la directive dite travailleurs détachés. C'est un marqueur fort. Aujourd'hui, la situation n'est convenable ni pour les salariés, ni pour les entreprises, tant sont déséquilibrées les conditions de travail et de protection sociale. Nous devons aller vers plus de justice et d'équité. C'est une condition pour affirmer la vision d'une Europe protectrice de ses citoyens. Dans le même ordre d'idées, le Conseil abordera les questions de transparence fiscale, d'échange d'informations et de lutte contre les paradis fiscaux. Dans ce domaine, 2 champs d'action nous semblent possibles. Tout d'abord, il faut évoquer une nécessaire refonte des bases de la fiscalité des entreprises. La convergence fiscale doit être recherchée pour limiter le dumping entre les différents États membres. Ensuite, il faut se lancer rapidement dans une lutte contre la fraude et l'optimisation fiscale, 2 domaines où les frontières sont parfois fines. Lors de l'examen du PLF, notre groupe a souhaité défendre un certain nombre d'amendements à la matière. Compte tenu de la nature du texte, ces amendements avaient naturellement un caractère national, mais leur vocation était bien européenne. Nous savons bien qu'une partie des États membres ne souhaitent pas évoluer sur ces sujets, mais ils sont primordiaux. L'Union européenne doit nous permettre de nous protéger de ces stratégies fiscales et anticoncurrentielles de certaines multinationales. Elles pénalisent les citoyens, mais aussi les entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises. Ensuite, en matière de culture et d'éducation, et en tant que membre de la commission permanente compétente au sein de notre Assemblée, je voudrais rappeler combien l'espace européen est une zone d'apprentissage et d'épanouissement pour les élèves et les étudiants. On dit souvent que le programme Erasmus est une des réalisations les plus concrètes de l'Union européenne. C'est une réalité. Et étant élu d'une région au cœur de l'Europe,
à la frontière entre l'Allemagne et la France, je mesure régulièrement combien ces échanges sont enrichissants. Nous pourrions cependant aller plus loin et mettre en œuvre ce qu'il est commun d'appeler un Erasmus de l'apprentissage, tel que le prévoit le député européen Jean Arthuis. Où en sont, Madame la Ministre, les échanges sur ce sujet ? C'est une manière d'élargir le programme d'échange, de le confirmer dans sa vocation européenne et enfin de remettre à l'honneur les formations par apprentissage. Elles en ont besoin dans notre pays et notre groupe vous accompagnera dans cette réforme. Pour finir, j'aimerais naturellement aborder la question du Brexit. Notre groupe l'avait affirmé, l'avenir de l'Union se joue en partie sur ce retrait et nous ne pouvons laisser les Britanniques décider seuls de notre avenir en commun. Sur les modalités de cette sortie, il faut rester ferme. Le Royaume-Uni doit comprendre qu'il y a des sacrifices à faire en sortant de l'Union européenne et qu'il ne peut plus bénéficier des intérêts d'être dedans à partir du moment où il est dehors. C'est un signe de justice pour les États membres restants et de réalisme pour le Royaume-Uni. Un accord a été trouvé, vous l'avez rappelé, la semaine dernière. Il est le fruit des différents négociateurs qu'il faut saluer, notamment Michel Barnier, qui est venu il y a quelques jours devant nos commissions des affaires européennes et des affaires étrangères faire le point sur son travail. Comment comptez-vous associer plus encore les parlements nationaux dans les évolutions à venir de l'Union, compte tenu du départ des Britanniques, compte tenu des nécessaires et encore longues négociations entre l'Union et ce pays? En conclusion, vous l'aurez compris, Madame la Ministre, le groupe Union centriste a beaucoup d'envie pour l'Union européenne. Il a envie de projets, il a envie d'ambition, il a envie de concrétisation et il a envie de renaissance. Nous soutenons à cet égard, sans réserve, les démarches entreprises par le président de la République pour refonder l'Europe et lui redonner tout son sens. Nous avons besoin d'Europe et surtout d'une Europe forte qui puisse jouer un rôle de pivot et de stabilisateur. Je vous remercie.